La lumière crue de la salle de conférence sculptait tous les visages. Mon père prit la parole le premier, d'une voix si ferme qu'elle en était presque blessante. « Tu es suspendu jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ta sœur. » Un stylo s'arrêta net. Ma sœur pencha la tête, feignant l'offense, mais le petit sourire qu'elle tentait de dissimuler en disait long. Je restai planté devant mon écran figé, le pouce appuyé sur la télécommande jusqu'au clic. Personne ne dit un mot. Personne n'intervint. Personne ne respira même différemment. Je ne protestai pas. Je ne broncha pas. Je me contentai de dire « Très bien ». Si mon père avait su ce que ce mot allait déclencher, il serait peut-être resté silencieux. J'ai grandi dans une maison où le silence était censé être synonyme d'harmonie. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'en réalité, il signifiait hiérarchie. Ma sœur l'a appris très tôt. Un jour, lors d'un désaccord sur un projet scolaire, elle a pleuré, et mon père est intervenu avant même que le professeur ait fini d'expliquer la situation. Elle est repartie avec du matériel neuf et une tape sur l'épaule. Je suis reparti avec le même panneau et le rappel qu'il fallait que je sois raisonnable. Le rôle de la personne raisonnable m'est devenu familier avant même que je m'en rende compte. Je me souviens de l'après-midi où la lettre d'acceptation est arrivée. Une enveloppe épaisse, mon nom imprimé proprement et au centre. Je la tenais à deux mains, posée sur le carrelage de la cuisine, ressentant le poids d'un avenir que j'avais mérité. Mon père l'a parcouru du regard. La première ligne, un hochement de tête, et elle l'a posée à côté de la pile de courrier comme s'il s'agissait d'un rappel pour un rendez-vous chez le dentiste. Il n'a même pas ouvert la deuxième page. Ma sœur est entrée 10 minutes plus tard avec une bague de fiançailles, et soudain la maison s'est emplie de coupes de champagne et de coups de téléphone. Ma lettre a disparu sous une pile de serviettes de table avant la fin de la soirée. C'est à ce moment-là que j'ai compris pour la première fois que la réussite comptait moins que le spectacle. Après le décès de ma mère, ce déséquilibre s'est accentué. Elle était ce rempart discret, celle qui remarquait quand mes épaules se crispaient ou quand je veillais tard pour finir mes devoirs. Quand la maison a perdu sa douceur, elle a aussi perdu la seule personne qui empêchait l'angle mort de mon père de nous engloutir tous. Ma sœur n'a pas changé. Elle a simplement opposé moins de résistance. Dans l'entreprise familiale, le même schéma s'est répété, avec des lignes plus épurées et des enjeux plus importants. J'ai transformé une petite pièce aux lumières vacillantes en un étage entier d'ingénieurs qui me faisaient confiance, en créant le département de développement. Je connaissais chaque détail de chaque échéancier, chaque fonctionnalité déployée, chaque système reconstruit. Je ne me vantais pas. Je n'en avais pas besoin. Ma sœur, en revanche, excellait dans l'art de promettre des choses qu'elle ne maîtrisait pas. Des délais de 4 semaines alors que le travail nécessitait 12 budgets, sans compter l'infrastructure de test ni l'épuisement professionnel. Mon père l'a toujours soutenue. Elle connaît les clients. Il insistait pour que ça marche. Alors, on a fait en sorte que ça marche. Les nuits se confondaient avec les matins. Mon équipe restait tard, les yeux fatigués par la lumière bleue des écrans. Je restais aussi, comblant les lacunes, réécrivant les plannings, encaissant les reproches qu'elle me refilait avec un sourire imperturbable. Mon père ne m'a jamais demandé comment on s'en sortait. Il répétait simplement ce qu'il disait toujours. Ta sœur gère les relations. Toi, gère le reste. Je n'ai pas protesté. J'ai tout documenté. C'est devenu mon langage silencieux. Chronologie, notes, registre de risque, preuves écrites que personne ne voulait lire. Le dernier projet avant ma suspension m'a révélé ce que j'avais refusé d'admettre. Ma sœur m'a fait une autre promesse impossible. Mon père l'a approuvée avant même que je voie le courriel. Quand j'ai fait remarquer que les chiffres ne collaient pas, il m'a regardé comme quand j'étais enfant, implorant la justice, patient, méprisant, certain que je me plierais à ses exigences. Debout dans le couloir devant cette salle de réunion, j'ai compris une chose simple et brutale. J'avais passé ma vie à être raisonnable pour des gens qui n'avaient jamais l'intention de me voir. Ce jour-là, j'ai compris ma place dans cette famille et ce jour-là, j'ai commencé à la quitter discrètement. Le couloir devant la salle de conférence était plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Les gens s'écartaient sur mon passage, non par respect, mais par malaise, comme si se tenir trop près de moi risquait de les entraîner dans le rayon d'action d'une décision familiale que personne ne voulait reconnaître. Personne n'a prononcé mon nom. Personne n'a croisé mon regard. Arrivé à mon étage, j'ai aperçu une note imprimée scotchée près des ascenseurs. Un nouveau diagramme de projet, une nouvelle hiérarchie.
Le nom de ma sœur figurait en haut d'une colonne que j'avais créée de toutes pièces. Son titre en gras, le mien absent. Ce n'était pas un oubli. C'était une réécriture. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message d'un de mes ingénieurs. Ça va. Un autre. On suit toujours ton planning. Alors, ça se dit là-haut. J'ai posé l'écran face contre table et l'ai laissé vibrer en silence. Mon père a appelé quelques minutes plus tard. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il m'a demandé si je comprenais la situation. Sa voix avait le même ton que quand j'avais 12 ans. Et il a essayé de m'expliquer pourquoi ma sœur avait eu la dernière part de gâteau. Garde-la, a-t-il dit. La famille avant tout. Le mot semblait étrangement léger dans sa bouche. Quand j'ai raccroché, ma sœur m'attendait déjà sur le seuil. Elle n'a pas frappé. Elle s'appuyait contre le cadre comme si la pièce lui appartenait, car mon père y avait veillé. « Tu peux en finir avec ça », dit-elle d'une voix si douce qu'elle en paraissait aimable. « Excuse-toi, tout simplement. » Elle épousseta une peluche de sa manche, vérifia son reflet dans le bord sombre de mon écran et se sourit. Un sourire petit, confiant, certain d'avoir gagné. Je la regardais esquisser ce même sourire narquois que j'avais toujours vu. Un sourire qui signifiait qu'elle ne s'attendait à aucune conséquence. Ni maintenant, ni jamais. Je ne répondis pas. Je ne la regardai même pas directement. Je sentis juste quelque chose changer en moi. Ni colère, ni chagrin, quelque chose de plus stable, comme une porte qui se ferme d'un clic. Elle attendait, s'attendant à une dispute dont elle pourrait se sortir par la force. Au lieu de cela, je pris mon portfolio, fermai l'ordinateur portable et me levai. « C'est tout ?» demanda-t-elle. J'acquiesçai d'un signe de tête. Puis, je prononçai le seul mot qu'elle n'avait pas vu venir. « Très bien. » Je fermai la porte de mon bureau et laissai le loquet s'enclencher. Le bruit était discret, presque poli, mais il marquait une limite que je n'avais jamais franchie auparavant. La pièce me semblait désormais étrangère, comme si je la voyais de l'extérieur. Dehors. Les parois vitrées, les diplômes encadrés, le doux bourdonnement des machines. Mon équipe me faisait confiance pour assurer la continuité. Tout ce que j'avais construit, organisé, protégé, tout était considéré comme allant de soi. J'ai retiré l'élastique de mon poignet et ramené mes cheveux en arrière, ce geste familier me stabilisant. Puis j'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai commencé. J'ai d'abord emballé les documents que je ne laissais jamais personne d'autre manipuler. Cahier des charges, analyse de risque, notes de réunion dont personne ne se souvenait, paiement, facture, budget détaillé, échéancier griffonné à minuit dans ma cuisine, une tasse de café froid à côté de moi. J'ai aligné chaque dossier soigneusement sur mon bureau, vérifiant la concordance des dates et des signatures, avec la précision calme que j'utilisais pour déboguer du code. Ni précipitation, ni panique, juste la vérité. J'ai emballé mes diplômes dans du papier de soie, puis j'ai glissé chaque cadre dans une boîte. Chaque récompense était la preuve d'un travail que mon père n'avait jamais reconnu, mais que l'entreprise ne pouvait nier. Les murs sont devenus plus froids et nus, comme s'ils se préparaient à accueillir la prochaine personne qui se tiendrait là, prétendant savoir ce que ce travail impliquait. Mon ordinateur portable a émis un signal sonore. Les messages continuaient d'affluer, de mon équipe, des autres services, de ceux qui avaient assisté à la réunion sans rien voir. J'ai retourné l'ordinateur portable. Le silence était plus pur. J'ai ouvert un nouveau document, non pas pour analyser, ni pour me défendre, mais pour finaliser. Une lettre de démission, courte et sobre. Aucune émotion, aucune accusation, juste la rupture formelle d'un poste que j'avais déjà dépassé. Puis vint le vrai travail. J'ai ouvert le lecteur partagé et j'ai commencé à rassembler les preuves que personne n'avait demandées, mais dont tout le monde avait besoin. Historique de projet, affectation de ressources, notes de contrat, chaque fois que ma sœur avait fait des promesses sans vérifier la moindre contrainte technique. Je n'ai pas modifié le ton. Je n'ai pas ajouté de commentaires. J'ai simplement rassemblé ce qui existait déjà. 2 heures passèrent comme un long soupir de soulagement. Une fois le dossier complet, ce n'était plus un dossier, c'était un reflet. Mes doigts hésitaient au-dessus du bouton « Envoyer ». Non par doute, mais par précision. Le timing était crucial. Un plan discret ne crie pas, il atterrit. Je l'ai envoyé à le conseil d'administration, les chefs de service, les clients dont les attentes avaient été déçues. Un seul objet,
la documentation du projet et un aperçu de son statut. Pas de drame, juste des informations. Mon téléphone a sonné moins d'une minute plus tard. D'abord l'avocat de l'entreprise, puis un membre du conseil d'administration, puis 2 clients, tous sans réponse. J'ai de nouveau parcouru la pièce, ramassant stylos, carnets, la tasse que mon équipe m'avait offerte l'hiver dernier. La seule chose que j'ai laissée sur l'étagère était un prototype d'un projet que nous avions sauvé il y a 3 ans, 40 heures de travail en 2 jours. Assez de café pour tenir un mois, et un sentiment d'unité qu'aucun cadre n'avait jamais remarqué. Je l'ai remis à plat, l'ai dépoussiéré et l'ai laissé là. Ma sœur est réapparue sur le seuil, cette fois-ci essoufflée. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix résonna faiblement contre la vitre. Elle a balayé du regard le bureau à moitié rangé, ses yeux passant du mur vide aux cartons ouverts. « Tu ne m'as pas dit que tu n'avais rien fait. » Je n'ai pas répondu. J'ai rangé le dernier dossier dans mon porte-documents et l'ai refermé d'un clic discret. Elle est entrée. Si tu franchis une frontière sans autorisation, tu ne peux pas partir. Papa ne te le permettra pas. Tu fais une erreur. J'ai glissé mon ordinateur portable dans sa housse. Non, j'ai dit que j'en corrigeais une. Sa bouche s'est ouverte, prête à argumenter, à jouer la comédie, à tordre le récit pour qu'elle reste l'héroïne. Mais elle s'est arrêtée en voyant mon bureau complètement vide. L'espace qui abritait mon travail, mes heures, ma présence, maintenant vide. Pendant un instant, elle est restée silencieuse. Je suis passé devant elle sans attendre la permission. Le couloir sentait légèrement l'encre de photocopieur et le café brûlé, la même odeur qui me suivait depuis des années. Chaque pas était délibéré, ancré, plus pur que n'importe quelle victoire. Au moment où j'ai atteint l'ascenseur, j'avais déjà pris rendez-vous avec mon avocat. Un message d'un recruteur clignotait sur mon écran de verrouillage, une opportunité que j'avais autrefois refusée par loyauté. Je l'ai ouvert, j'ai répondu, j'ai accepté. Mon père a rappelé. Sa voix emplissait le répondeur d'urgence. Il faut qu'on parle. Ne fais rien d'irréfléchi. Mais le plan était déjà fait, et rien à redire. C'était une décision impulsive. Je suis rentré chez moi au moment où la lumière du soir glissait sur mon salon. La maison était calme et chaleureuse. J'ai posé le porte-documents sur la table à manger, je l'ai ouvert et j'ai rangé les documents en pile nette. L'ordre était apaisant, la vérité indéniable. Une pile pour les contrats, une pour les paiements, une pour les échéanciers, une pour les courriels, et un dernier dossier contenant la lettre de démission, attendant d'être signé. J'ai pris une lente inspiration, j'ai pressé le stylo sur la page et j'ai signé d'une main ferme. J'ai tout rangé dans le porte-documents, je l'ai refermé doucement et j'ai passé mes doigts sur le bord en cuir, un rituel scellant quelque chose d'irréversible. Dans le silence qui a suivi, rien ne semblait chaotique. Rien ne semblait anormal. Il y avait juste de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je ne me préparais pas à réparer quoi que ce soit. Je me préparais à partir. Cette fois, je ne réparais pas ce qu'ils avaient cassé. Je suis arrivé au bureau juste avant 9 heures. Le hall était plus bruyant que d'habitude, des chuchotements étouffés par les couvercles de café, des regards fuyants quand je levais les yeux. Quelqu'un a retenu l'ascenseur pendant ils m'ont accueilli, puis ont fait semblant de ne rien voir quand je suis entré. L'étage de la direction semblait plus tendu, comme si l'atmosphère n'était pas encore retombée depuis la veille. L'assistante de mon père se tenait près de la porte, serrant un dossier contre sa poitrine. « Il veut te voir », dit-elle, mais le tremblement dans sa voix me fit comprendre que la demande ne venait pas vraiment de lui. Je ne répondis pas. Je me dirigeai directement vers la salle de conférence. La porte était déjà ouverte. Mon père se tenait au bout de la table, les épaules raides, les yeux rougis par une nuit passée à essayer de contenir l'incontenable. L'avocat de l'entreprise était assis à côté de lui, son ordinateur portable ouvert, le visage pâle. Une assistante juridique tapait discrètement dans un coin, prenant des notes. Ma sœur rôdait près de la fenêtre, les bras croisés, le visage crispé comme si elle avait mâché un fruit acide. Personne ne parla jusqu'à ce que je prenne place. Mon père prit la parole le premier. « On peut arranger ça. » Sa voix cherchait à imposer son autorité. « Soyons rationnels. » Je déposai le dossier sur la table. Un bruit sourd résonna dans la pièce. « Je suis là pour finaliser ma démission. » L'avocat inspira profondément. «
Ma sœur laissa transparaître une première fissure dans sa confiance. La mâchoire de mon père se crispa. Vous n'avez pas besoin de faire ça. J'ouvris le dossier, pris la lettre de démission et la déposai délicatement sur la table, comme une carte dans une partie déjà terminée. Suspension sans motif valable, dis-je. Indemnité de départ, précisai-je. L'article 12 prévoit l'acquisition immédiate des droits. L'avocat avait déjà lu mon contrat. Il hocha la tête une fois pour confirmer. Mon père cligna lentement des yeux, comme s'il réalisait qu'il avait lui-même approuvé chaque clause 4 ans auparavant. Ma sœur s'avança. C'est ridicule. Vous en faites toute une histoire. Il suffisait de s'excuser. Je fis glisser un deuxième dossier sur la table. Les documents de la veille. Chronologie, contrat, paiement, facture, échange de courriel. Tout était en règle, tout était factuel, tout ce qu'elle avait fait semblant d'ignorer. L'avocat hésita avant de l'ouvrir. Lorsqu'il le fit, son visage se décomposa encore davantage. « C'est très volumineux, murmura-t-il. » Ma sœur se pencha par-dessus son épaule, les yeux écarquillés à chaque page. « Tu ne peux pas envoyer ça aux clients. Ils vont croire que je l'ai déjà fait, dis-je. » Sa main se figea en l'air. « Quoi ?» La voix de mon père se brisa. J'ai envoyé les documents au conseil d'administration et aux parties prenantes du projet. Des mises à jour régulières, l'exactitude est primordiale. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Ma sœur regarda mon père, implorant son aide. Papa, dis quelque chose. Mais il ne la regardait pas. Il fixait la pile de documents, le miroir qu'il avait passé des années à refuser de regarder en face. Tu nous as pris au dépourvu, dit-il doucement. Non, répondis-je. J'ai révélé ce que tu as ignoré. L'avocat s'éclaircit la gorge. Légalement, elle a agi dans son droit. Rien de ce qu'elle a partagé ne viole la confidentialité. Ce sont des documents de projet interne et les termes du contrat sont contraignants. Ma sœur a haussé le ton, voulant s'en tirer après avoir tout gâché. J'ai fermé le dossier. Je n'ai rien gâché. J'ai cessé d'en supporter les coups. Mon père a plaqué ses paumes contre la table. Nous avons besoin de toi pour le compte Hamilton. Nous ne pouvons pas tenir la promesse de ta sœur. Elle n'a pas compris les exigences. Il s'est arrêté, trop tard. Ma sœur s'est tournée vers lui, stupéfaite. Tu me reproches ça. Il l'a regardé comme on regarde un immeuble en feu, réalisant trop tard qu'on aurait dû vérifier les fondations. Je me suis levé. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. J'ai accepté un autre poste, a lancé ma sœur dans un rire sec, tranchant et cassant. Qui voudrait de toi après ça? L'avocat a refermé le dossier d'une main tremblante. Quiconque valorise la compétence. Un silence de mort s'est installé. J'ai pris le dossier. Mon père a fait un pas en avant, comme pour m'arrêter. Il me regarda, puis laissa retomber sa main à mi-chemin. On peut encore arranger ça, dit-il doucement. Tu n'es pas obligé de partir. Je croisai enfin son regard, enfin clair. J'étais déjà parti. Je sortis de la salle de conférence, passant devant le silence stupéfait de ma sœur, devant le regard pâle et sous le choc de l'avocat, devant le sourire mourant de mon père. Je ne me retournai pas. Les portes de l'ascenseur se refermèrent dans un léger bourdonnement. Et comme ça, tout le système que j'avais un jour tenté de maintenir en place commença à s'effondrer sans que je lève le petit doigt. Je quittai l'immeuble sans vérifier si quelqu'un m'observait. L'air dehors semblait différent, plus léger, comme si le poids que je portais depuis des années avait enfin compris qu'il n'avait plus d'hôte. Le bruit de la ville se fondit en un bourdonnement. Mes pas résonnaient régulièrement sur le trottoir. Chez moi, la lumière chaude qui filtrait par les fenêtres du salon adoucissait les contours de tout ce qu'elle touchait. Je déposai mon portfolio sur la table à manger, non pas avec un sentiment de finalité, mais avec une douce impression d'accomplissement. L'espace semblait intact, préservé du chaos des 2 derniers jours. Un lieu qui ne m'avait rien pris, un lieu qui n'exigeait aucune preuve. J'ai donné à manger à Cooper, mon chien, et il a trotté sur le parquet, ses griffes tapotant légèrement, un ancrage ordinaire. J'ai versé un verre d'eau, le tenant à 2 mains comme je tenais mon café le matin au bureau. Ce geste m'a surprise, une habitude héritée d'une vie à laquelle je ne devais plus rien. Ce soir-là, je n'ai pas consulté mes emails.
Je n'ai pas repassé en revue les conversations. Je n'ai pas anticipé les conséquences. Le silence n'était pas pesant pour une fois. Il était pur. Le matin, je me suis habillée sans me presser, choisissant des vêtements qui n'avaient pas besoin d'affirmer une autorité. Sur la route de ma réunion avec la nouvelle entreprise, l'horizon me semblait presque étranger, comme un endroit que je découvrais pour la première fois plutôt qu'un lieu que je fuyais. Leurs bureaux étaient lumineux et ouverts, emplis du bruit naturel de personnes qui ne cachaient pas leur tension. Lorsque le responsable du recrutement m'a présenté à l'équipe, personne n'a comparé ma présence à celle de quelqu'un d'autre. Ils m'ont simplement serré la main et j'ai souri. Plus tard, près d'une baille vitrée donnant sur la ville, j'ai repensé à la lettre d'acceptation enfouie sous les serviettes de la fête de fiançailles, aux nuits blanches passées à ajuster des délais impossibles, aux innombrables moments de silence imposés. Puis j'ai repensé au bureau vide, à la lettre de démission, au dossier posé sur la table sans cérémonie, chaque geste simple, précis, le mien. Partir n'était pas une perte. C'était une ouverture que j'avais créée avec pour seuls outils la rigueur des faits et la volonté de cesser de sauver ceux qui prenaient mes compétences pour des obligations. Pour la première fois depuis des années, le silence n'était pas comme une gomme. C'était la liberté. Au final, j'ai appris une chose simple, le silence n'est pas une reddition. C'est une porte. Un lieu où l'on choisit ce qui entre et ce qui ne rentrera jamais. Partir ne m'a pas brisé. Cela m'a permis de me retrouver. Si vous vous êtes déjà trouvé dans une pièce où votre valeur était reléguée au second plan, que cette histoire vous rappelle que votre vie n'a pas besoin de leur permission pour changer. Merci de m'avoir écouté. Si vous souhaitez lire d'autres histoires comme celle-ci, restez à l'écoute. Il y a encore beaucoup à dire.